Chers téléspectateurs de Canal Éducation, nous sommes heureux de vous retrouver avec notre invité que vous avez certainement fini maintenant de connaître, de par ses analyses pointues et son narratif, comme nous l'avions dit, ma foi, très inédit, parce que la perspective économique, comme vous l'avez vu, a été quand même une de ses armes pour mieux décortiquer alors toute cette séquence que nous avions appelée la radioscopie politique du champ politique sénégalais de 44 à 56 d'abord, ensuite de 56 à 59. Nous sommes donc aujourd'hui pour la troisième manche. Cette manche donc sera consacrée à l'éclatement de la Fédération du Mali. Comme vous le savez, pour Senghor, Mamadou Dia et autres, il fallait absolument aller à l'indépendance sous la forme fédérale. La Fédération du Mali allait constituer certainement le premier noyau concentrique qui allait se propager à travers toute l'ex-AOF. Mais malheureusement, il y a eu de ces événements inattendus, des péripéties qui finalement auront raison sur ce grand espoir. Nous allons donc, avec M. K, aborder rapidement cette séquence. Bonjour M. K. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, donc, nous allons continuer notre saga, si vous voulez. Et cette saga sera consacrée exclusivement à la Fédération du Mali. Et la question est: quelles sont les causes profondes de cet éclatement de la Fédération du Mali? Merci bien. Tout le plaisir est moi de retrouver vos téléspectateurs. Je fais une petite digression. Cette émission m'a permis de retrouver des promotionnaires que je n'avais pas vus depuis plus de 50 ans. Donc je vous remercie beaucoup de me donner cette opportunité-là. Alors, les causes de l'éclatement de la Fédération. D'abord, un petit rappel pour bien situer les téléspectateurs. Donc, dès le lendemain du référendum, comme vous l'avez dit, les leaders sénégalais ont essayé de reconstituer l'Afrique de l'Ouest francophone. Ils ont convaincu quelques territoires et quelques partis politiques pour justement lancer cette fédération. Donc, disons que en janvier, il y avait 4 territoires et d'autres partis. Mais en avril 60, ils sont retrouvés seulement avec le Soudan. Donc, il n'y avait que 2 territoires pour constituer une fédération. Et dans l'émission la dernière fois, j'avais déjà commencé à indiquer les causes de cet éclatement. Effectivement, j'avais dit qu'il y avait déjà une différence dans la formation politique et idéologique des leaders entre les Soudanais et les Sénégalais. Ce n'étaient pas les mêmes traditions politiques. J'avais aussi indiqué qu'il y avait des divergences quant à la conception de l'État fédéral. Les Sénégalais voulaient un État décentralisé, un système libéral, tandis que les Soudanais voulaient un système plus centralisé. J'avais aussi indiqué que les interventions intempestives des leaders soudanais dans le jeu politique proprement sénégalais avaient beaucoup gêné les leaders sénégalais. Maintenant, on va aller plus loin. Alors, je crois que la meilleure méthode, c'est de donner la parole aux acteurs eux-mêmes et de faire un commentaire de texte. Le premier, c'est Modibo Keïta. Alors, Modibo, l'argument essentiel de Modibo, c'est la France qui est responsable. Les menées de l'action française et l'intervention directe de la France dans le conflit, c'est la cause principale de l'éclatement. Et les mémoires de
de l'ambassadeur de France à Dakar à l'époque, il s'appelait un haut représentant de la France, il s'appelait Étier de Bois de Lambert. Dans ses mémoires, qui ont été rédigés des années après, semble confirmer la thèse de l'intervention française. Parce qu'il nous révèle que la veille de l'éclatement, c'est-à-dire le 19, Senghor lui a rendu visite la nuit. Il l'a même réveillé pour lui dire que, écoutez, Modibo prépare un coup de force. Il va falloir qu'on s'organise pour éventuellement faire échouer cette action de Modibo Keïta. Ils ont pris leurs dispositions. De manière discrète, donc, la France a envoyé ses militaires épauler les militaires sénégalais. Et c'est eux, en fait, qui se sont organisés pour encercler les leaders soudanais et pour faire échouer les tentatives de Modibo de contrôler le pouvoir. Il semble le confirmer dans ses mémoires. Et nous qui avons été élevés dans cette génération avec les partis du PAI et du PRA, nous avons accepté ce narratif-là. C'est véritablement la France qui a fait échouer la Fédération du Mali. Alors, après avoir consulté les documents, je dirais oui et non. L'intervention française aux côtés des Sénégalais est réelle. On a des documents pour cela, indépendamment même des mémoires de l'ambassadeur. Mais à mon avis, la France est intervenue à partir du 17 août. Puisque le conflit était inévitable entre les deux et que la France devait choisir, la France a choisi le camp des Sénégalais. Ce qui fait qu'ils sont intervenus, même de manière discrète, pour renverser la balance au profit des Sénégalais. Mais je continue à croire que jusqu'à cette date, la France ne voulait pas de l'éclatement de la Fédération. Pour les raisons que j'avais indiquées avant, la France ne voulait pas que les Soudanais se retrouvent dans l'axe Ghana, Guinée, Soudan, les FNL, algériens. Et même, je vais plus loin, il ne fallait surtout pas que les Soudanais rejoignent le mouvement afro-asiatique, sa tendance Nasser. Vous vous rappelez les problèmes que Nasser a eu avec la France, le canal de Suez et l'humiliation de la France en 1956, et surtout que c'est Nasser qui armait les mouvements de libération en Algérie. Donc vous imaginez le Caire, le FNL, Bamako, Conakry et Kourouma. Donc le front progressiste africain serait à l'offensive. Donc la France ne voulait pas de ça. Il fallait maintenir les Soudanais sous l'influence française. Je vous ai même parlé de la France avait peur d'un front sud que les Soudanais auraient certainement appuyé. J'ajoute que la France n'avait aucun intérêt à ce que la communauté disparaisse. La France a réussi ce coup de maître de consolider les acquis qu'il avait depuis la colonisation, tout en donnant l'indépendance formelle et la sécurité des investissements, des biens et des personnes dans l'Empire français était garantie. Et surtout, être à la tête d'une communauté francophone, ça renforçait le rang de la France dans le Conseil des Nations. Donc la France n'avait aucun intérêt à ce que la communauté éclate. Or, un différend au sein de la communauté, surtout entre le Sénégal et le Soudan, allait faire disparaître cette communauté. Ce qui est arrivé d'ailleurs. Au lendemain de l'éclatement de la Fédération, on ne parlait plus de la communauté.
C'est une communauté qui a disparu sans un certificat de décès à la suite de ces événements. Donc, je tempère cet argument en disant que la France était à 100% derrière les Sénégalais pour faire échouer la France. Alors maintenant, ça c'est la thèse de Modibo. Maintenant, Senghor. Senghor a écrit un livre au lendemain de l'éclatement de la Fédération. Mamadou Dia d'ailleurs aussi a écrit un livre qui s'appelle « Nation et socialisme africain ». Nation singulier. Mamadou Dia a dit nation et solidarité africaine, il a dit nation avec S. Donc Senghor croyait à une nation africaine. On reviendra peut-être là-dessus. Alors Senghor, lui, donne 4 raisons pour l'éclatement de la Fédération du Mali. Je résume. Il dit d'abord, je me suis trompé, nous nous sommes trompés sur les hommes et la Fédération. Alors pour les hommes, il dit, bon, l'ambition personnelle des leaders soudanais, leur manque de tact, l'utilisation de la force dans le jeu politique, il y a toute une culture qui ne cadrait pas avec une fédération. Donc il blâme un peu le leadership malien sur ce plan-là. Deuxième argument qu'il avance, c'est qu'effectivement, il y avait un combat de leadership qui devait contrôler la fédération. En termes d'institution et en termes d'orientation idéologique et politique de la fédération. Donc il y avait une différence entre les Soudanais et les Sénégalais. Troisième type d'argument que Senghor avance, il dit que de toute façon, on a bâti une constitution tellement idéale, ça a été fait à la hâte. Normalement, il fallait le faire en prenant du temps. Il fallait un processus de maturation de l'idée même de fédération par étapes. Il y aurait des traités, il y aurait des conventions, et ensuite maintenant, l'acte final serait la fédération. Comme ça, ce serait un peu internalisé par les différents acteurs. Donc, pour lui, c'est quelque chose d'important. Ce qui fait que la fédération, c'était une histoire de 3 personnes. Senghor, Mamadou Dia et Modibo Keïta. Ils sont entendus au sommet. Quand les 3 ne sont plus entendus, ça s'est effondré. Donc les peuples n'étaient pas impliqués. Enfin, dernier argument que Senghor avance, c'est qu'il dit qu'à sa surprise, il découvre la force du micronationalisme en Afrique. Micronationalisme. C'est-à-dire les territoires commençaient à exister en tant que réalité politique. Et il ajoute, il y avait des différences sociologiques entre les Sénégalais et les Soudanais. Et il dit que les différences datent d'avant la période coloniale. Et ensuite, la colonisation a renforcé, les a exacerbés. Donc, il a découvert cela. Il dit que c'est le micronationalisme qui est en fait responsable. Voilà les 4 arguments que Senghor avance pour dire que ça ne pouvait pas marcher. Vient maintenant l'argument de Mamadou Dia. Alors Mamadou Dia, juste après les événements, on l'a interviewé, il dit, rapidement, il dit, Houphouët-Boigny a raison, nous avons eu tort. Ah oui, c'est ça, boutade. Oui. Ce qui semble accréditer l'idée que c'est le micronationalisme qui a eu raison de la fédération. Ça, c'est ce qu'il a dit jusqu'à sa chute. Il a fait 12 ans de prison et après il est sorti, il a écrit ses mémoires en 1985, je crois. Et dans ses mémoires, Mamadou Dia dit que le débat sur la responsabilité de l'éclatement de la fédération, le débat reste ouvert.
Il y a plusieurs interprétations possibles. Reste ouvert et il ajoute. D'abord, il dit sa propre responsabilité à lui. Il accepte qu'il a eu une part de responsabilité dans l'éclatement de la fédération. Et comment? Et il dit, si on étudie les causes de l'éclatement de la fédération, il sera difficile que l'histoire m'absolve de cette erreur. Donc il accepte. Alors effectivement, il est un peu responsable de l'éclatement de la fédération. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'accord tacite sur qui doit être président, qui doit être ceci, qui doit être ministre, qui doit être... Il y avait un accord tacite. Et Senghor devait être à la tête de la fédération. Président de la fédération, Modibo président du conseil, et Dia vice-président chargé de la défense, plus les autres. Les Soudanais ont renoncé à cet accord tacite. Ce n'était pas signé. Et il fallait, les Soudanais ont dit, bon, on va discuter démocratiquement et toutes les instances vont se réunir et on va élire les responsables. C'est des délégations paritaires et il y aura un débat démocratique. Et au sortir de ça, on va élire les responsables. Alors, si le jeu démocratique était appliqué, réunion des instances, Senghor n'avait aucune chance d'être élu. Parce que les Maliens allaient voter, les Soudanais allaient voter en bloc, parce que là-bas, c'est le contrôle du parti, hein, c'est la méthode stalinienne. Et ce n'était pas sûr que tous les Sénégalais allaient voter pour Senghor. Ce n'était pas sûr du tout. Donc, Senghor serait mis en minorité. Et là, on allait peut-être élire Lamine Gueye comme président de la fédération. Parce que Lamine était en attente pour être élu. Prendre sa revanche en embuscade. Et les documents que j'ai vus, et l'ambassadeur de France le confirme, Lamine était très proche de Modibo sur cette question. Donc quand Dia et Senghor, ils ont vu ça, ils ne tenaient pas à ce que ces réunions-là se tiennent. Dia a boycotté les réunions du gouvernement, même ne répondait pas aux convocations de Modibo pour le Conseil des ministres. Les ministres sénégalais, sauf un, Boubacar Gueye, ne répondaient plus aux convocations de Modibo. Donc ils ne tenaient pas du tout à ce que ces réunions se tiennent. Un boycott de fait. Donc ils ont un peu semé la pagaille pour que ça ne tienne pas. Et ils ont poussé Modibo à la faute. Modibo sous le feu de l'action, il a pris des mesures qui n'étaient pas dans la constitution de la fédération. Donc on l'a poussé à la faute jusqu'à ce qu'il renvoie Mamadou Dia du gouvernement. Il n'avait pas ce pouvoir. Il devait proposer faire la proposition à l'Assemblée fédérale qui devait entériner. Or, lui, il a pris, en Conseil des ministres, minoritaire d'ailleurs, de renvoyer Mamadou Dia vice-président de la fédération. Donc, on l'a poussé à la faute. Donc, Mamadou Dia a raison de dire que c'est un peu sa faute parce qu'il tenait, il y a un serment entre lui et Senghor, il tenait à ce que Senghor soit président de la fédération. Il dit Senghor sera élu ou la fédération va éclater. Donc, alors Mamadou Dia avance deux autres arguments qui sont très puissants, toujours dans ses mémoires. Il dit qu'il réalise que la fédération a succombé à la suite de menées extérieures et une complicité intérieure. Et des complicités intérieures. Voilà. Alors, il ne cite pas les auteurs, ni l'extérieur, ni les complices intérieurs. Mais cette phrase m'a aidé dans mes recherches. Pour qui étaient les suspects au niveau extérieur? La France. Mais il n'a pas cité la France. Mais vous savez ce que je pense de cet argument que la France est responsable. La Côte d'Ivoire.
effectivement, la position permanente de la Côte d'Ivoire a toujours été toute fédération, contre toute fédération, depuis la loi 4. Elle était contre la fédération, au fait, était contre la fédération du Mali. Et même après, au fait, a été du côté du Biafra pour l'éclatement du Nigeria, des moyens énormes pour soutenir les Biafrais. Et après, ou même avant, au fait, était contre, et a soutenu les Moïse Tchombe pour le Congo, pour la sécession du Katanga, avec Fulbert Yulu. Donc, au fait, a toujours été constant. Il est contre toute idée de fédération. Alors, d'autant plus, cette fois-ci, c'est de la géopolitique. En 60, la Côte d'Ivoire avait des problèmes avec le Ghana. La Côte d'Ivoire avait des problèmes avec la Guinée. Donc, une fédération du Mali allait isoler encore, renforcer l'isolement de la Côte d'Ivoire. Donc, au fait, il n'avait pas intérêt à ce qu'il y ait une fédération. Il serait totalement isolé. Et donc, il a tout fait auprès de la France, bon, peut-être de certains lobbies. Et il avait des alliés internes. Nous allons revenir. Qui étaient les alliés internes de Modibo dans l'éclatement de la fédération? Troisième suspect, c'est la Guinée, curieusement. La Guinée de Sékou Touré. La Guinée de Sékou Touré était contre la fédération du Mali. Ah oui? D'abord, je vous ai dit que la Guinée a obtenu son indépendance dans les conditions, vous savez, avec une tension avec la France. Oui. Le leadership sénégalais et soudanais lui montre qu'on pouvait avoir les mêmes résultats sans Véritablement forcé comme forcer. ça. Au bout d'un an après, la Guinée, la fédération, était indépendante. C'est Donc, déjà inscrit dans la Constitution. Oui, donc soudainement, les leaders sénégalais et soudanais étaient à l'avant-garde du mouvement nationaliste en étant plus réalistes. Et deuxièmement, la Guinée était dans la même situation que la Côte d'Ivoire, isolée. Elle ne s'entendait pas avec la Côte d'Ivoire. Les frontières avec le Sénégal étaient plus ou moins fermées parce qu'on soupçonnait des menées subversives à partir du territoire sénégalais pour renverser Sékou Touré. Donc, une fédération où le Soudan était du côté du Sénégal n'arrangeait pas la Guinée. Donc, Sékou était contre et déployait tous les moyens pour saboter la fédération. Alors, il se trouve que aussi bien la Côte d'Ivoire que la Guinée avaient des alliés internes au Sénégal. Le premier allié... Donc, on aborde les alliés internes. Les alliés internes. Oui. Donc, pour moi, ça compte. Les alliés internes, c'est le PAI. Le PAI de Majmoud Diop. Majmoud Diop. Et curieusement, le PAI Soudan était dans le gouvernement soudanais. Donc, un élément important du gouvernement fédéral. Absolument. Et le PAI Sénégal était contre la fédération. Oui. Donc, vous voyez une situation extrêmement paradoxale. Paradoxal. Parce qu'il disait que Senghor, c'est les valets de la France, Mamadou Dia. C'était juste idéologique, quoi. C'était idéologique. Oui. Ce n'était pas du tout pratique. Absolument. C'était la même attitude que le PRA. Le PRA. Le PRA, De Abdoulaye. Ablaïli. Ah oui? Ils étaient contre la fédération. Et pourtant, en obtenant l'indépendance, la fédération du Mali déroulait le programme du PRA, c'est-à-dire l'indépendance nationale. Absolument. Donc, ils étaient dans une fausse situation sur le plan politique. Sur le plan politique. Ils étaient tous les deux, étaient tout simplement contre la fédération parce qu'ils étaient contre le gouvernement sénégalais. Le gouvernement sénégalais. Ça veut dire que c'était plus idéologique Voilà, que c'est personnel, politique. quoi. Bon, ça s'explique aussi. Justement, c'est aussi bien le PAI que le PRA étaient soutenus par la Guinée. Par quel trichement? À obscur. Ah oui? Parce qu'on ne peut pas comprendre la grève de 59, le réchauffement du climat social sur le plan syndical et surtout la capacité
matérielle et financière du pays dans les années 60, y compris des armes, sans l'appui de la Guinée. Et il y a des documents et des témoignages qui le prouvent. Donc, Et pour même, une guérilla, quoi. et même, si on creuse très long, profondément, Kourouma, le FNL, France Fanon étaient impliqués. Ah oui. Eh oui, c'est curieux. C'est une ramification Mais extraordinaire. extraordinaire, et les historiens doivent encore creuser pour étayer cet élément-là. Donc voilà pour la Guinée. Maintenant, qui étaient les alliés de la Côte d'Ivoire au Sénégal? C'était essentiellement les notables et les chefs religieux. La chefferie traditionnelle, quoi. Traditionnels. Et l'élément le plus visible de ce front ivoirien à l'intérieur du Sénégal, c'était Cheikh Tidiane Sy, avec son parti de la solidarité sénégalaise, le PSS. Alors, appuyé financièrement avec tous les moyens par la Côte d'Ivoire, Cheikh Tidiane Sy a commencé à diffuser la propagande comme quoi il est contre la fédération parce que les leaders soudanais, c'est des marxistes, donc contre la religion. La religion. C'est un argument qui portait. Absolument. Donc voilà un peu des alliés internes qui ont contribué à l'éclatement de la fédération du Mali. Alors tout ça combiné faisait que c'est une fédération qui ne pouvait pas... Mais ça dit que le spectre est large. Très large. Donc, je crois que ça, c'est un nouvel éclairage. Voilà. Parce que jusqu'à France Fanon, les FNL... Ah oui, il faut creuser. Il faut creuser. Les événements de Saint-Louis aux élections de juillet 60, c'est juste avant l'éclatement de la fédération. Les gens oublient. Et à ma grande surprise, j'ai découvert un peu cet élément-là, parce que moi, je croyais que c'était un jeune parti marxiste, ceci et cela, qui allait un peu affronter le régime. C'était un problème interne. Mais ça a des ramifications, et même sur le destin même de la fédération. Ah. Il faut en tout cas, merci pour cet éclairage, voilà. Encore une fois de plus. Maintenant, pourquoi, justement, ces leaders qu'on croyait alors mis par l'intérêt pour l'Afrique, pour nos populations, tout d'un coup, alors se comporter de cette manière, et cela même a conduit certains à penser qu'ils n'étaient pas de véritables panafricanistes convaincus. Pourquoi? Est-ce qu'il l'était réellement? C'est une très bonne question, et je suis content que tu m'aies posé cette question-là. Il y a cette idée que Senghor, particulièrement, n'était pas un panafricaniste. Je vous ai dit avant que Senghor, c'est l'un des rares, avec Cheikh Anta, avec d'autres, Ablaïli et autres, à avoir sérieusement pensé cette question de la nation. Et pour lui, la nation, ce n'est pas le Sénégal. C'est l'Afrique de l'Ouest, au moins. Il a sérieusement pensé à ça. Et Senghor est un panafricaniste, comme Nkrumah. Il a réfléchi, il a écrit autant que Nkrumah. Alors, il croyait sérieusement que la nation, on ne peut pas, même au lendemain de l'éclatement de la fédération, Senghor a dit qu'on ne peut pas bâtir une nation avec des frontières si étroites. Au lendemain de l'éclatement de la fédération. Alors, ce panafricanisme de Senghor, pourquoi il n'apparaît pas? Parce que Senghor avait une double fidélité. Fidélité à cette nation africaine très large, mais fidélité aussi à la France. Ce qui fait que la seconde fidélité a dilué son panafricanisme aux yeux de nous tous. De nous tous. Alors,
Et il faut un peu que je donne justice à cette fidélité à la France pour dire que Senghor n'est pas le valet quelconque de la France, le valet de la France quelconque qu'on voit, un pion de la France, que la France a manipulé, ainsi de suite. C'est aussi une réflexion, un point de vue, qu'on est libre de partager ou de ne pas partager. Pourquoi était-il fidèle à la France? Et sur ce plan, dans les années 60 jusqu'à 61, Mamadou Dia était avec lui. Il y a d'abord son éducation, l'assimilation, il connaît la France, il connaît la culture française, il est à l'aise dans cette culture française. Mais il y a quelque chose de plus profond, plus politique et plus idéologique. De la fin de la Deuxième Guerre mondiale et de l'extension de la guerre froide, Senghor a tiré une conclusion politique. Il a dit que la Deuxième Guerre mondiale a eu comme conséquence l'émergence de deux puissances ascendantes. C'est les États-Unis et l'Union soviétique. Et avec les nouvelles technologies, d'ailleurs, c'est des puissances qui vont encore devenir plus puissantes. Et parallèlement, il y a deux puissances d'une phase descendante. Les pays européens et notamment la France. C'est ça. Voilà. Il tire cette conclusion. Absolument. Donc, puissance ascendante et puissance descendante. La France est une puissance descendante. Dans le contexte de la guerre froide, dans sa phase d'ailleurs la plus chaude, des années 60, le Congo, vous vous rappelez, ainsi de suite. Il dit, nous, États balkanisés, morcelés, on sera forcément sous l'influence d'une des puissances. On ne peut pas échapper. On peut clamer non-alignement et tout, mais on n'a pas la force de défendre notre non-alignement. Et il dit, vaut mieux être sous la coupole d'une puissance descendante qu'une puissance ascendante. La France descendante a besoin de nous. Donc on a un moyen de pression sur la France. On n'a aucun moyen de pression sur les États-Unis ou l'Union soviétique. C'était ça sa position. Sa lecture. Sa lecture. Donc, et c'est la même lecture que Bourguiba a faite pour s'aligner du côté de la France. Donc Mamadou Dia a aussi pensé comme ça. On est colonisable de toute façon, mais vaut mieux être sous l'influence de quelqu'un qui a moins de force que qui en a plus. Il l'a dit aussi brutalement. Donc voilà un peu la francophilie de Senghor. Ce n'était pas une francophilie d'un valet ou d'un pion de la France. C'était son analyse. Alors, ça me permet d'ailleurs de faire une remarque sur le panafricanisme. Et le débat actuel sur le panafricanisme aujourd'hui, en 2025, est la grande catastrophe qui se profile là, c'est-à-dire la sortie des pays de l'AES de la CEDEAO, qui est aussi catastrophique que, à mon avis, que l'éclatement de la Fédération du Mali. Sur le panafricanisme, il faut distinguer sur le plan théorique deux choses, deux types de panafricanisme. Que des États très petits, très faibles, veulent l'unité pour briser leur isolement et peser tant soit peu, c'est une forme de panafricanisme, forme de fédéralisme, disons. C'est un peu ce que Sékou Touré a fait en Guinée après 1958. C'est un peu ce que les pays de l'AES sont en train de faire. C'est pour briser leur isolement. Ce panafricanisme-là, fédéralisme-là, est différent de lutter pour l'unité à partir d'une conviction idéologique. Ce que j'appelle le macro-panafricanisme ou le panafricanisme continentaliste. Ça, c'est Nkrumah. Ça, c'est une flamme idéologique
qui veut réunir l'ensemble des pays africains pour lutter contre le système impérialiste ou le système néocolonial. Ça, c'est beaucoup plus vaste que le fédéralisme pour briser un isolement temporaire même. Et Senghor est entre les deux. Parce qu'il y a une dimension culturaliste, idéologique dans le fédéralisme de Senghor. Réunir l'ensemble du peuple noir, réunir les peuples ouest-africains qui partagent la même culture, ainsi de suite, ainsi de suite, comme soubassement pour créer la nation et de la nation en faire une fédération. Un État fédéral. Donc voilà la position de Senghor. Et voilà un peu. Faut bien distinguer ces deux mouvements qui ne sont pas les mêmes. Absolument. On peut même, je provoque là les gens, on peut même être fédéraliste sans être kouroumaïste, sans être panafricaniste. Hein? Donc c'est un peu pour, un débat pour provoquer. Qui est ouvert. Le débat mais cette nuance-là, à mon avis, est importante. Absolument. Alors, Senghor, lui, il dit, le micronationalisme, ce n'est pas viable. Pas viable. Mais le panafricanisme, l'unité africaine, ce n'est pas pour demain. Donc, entre les deux, une fédération au moins au niveau de l'Afrique à la base, et progressivement, par étapes, on construit les cercles concentriques. Les cercles concentriques. Okay. Donc voilà. Pour Senghor. Pour Senghor. Alors, Dia, c'est très intéressant. Alors, Senghor, une fois que la fédération a éclaté, il en revient maintenant à ce que j'appelle un nationalisme territorialisé. Et c'est très important. Parce qu'avec l'éclatement de la fédération, Senghor ne croit plus à une fédération au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Il appelle de micronationalisme. Et c'est à partir de ce moment, deuxième conséquence, Senghor sait qu'il a perdu la bataille du leadership au niveau ouest-africain. Senghor accepte le leadership de Houphouët-Boigny dans le monde francophone. Ah oui, de fait. De fait. Et pourquoi? Mais il a perdu la bataille de la fédération. Parce que l'autre aussi proposé. Et voilà, donc il accepte que véritablement, on ne peut rien faire en Afrique de l'Ouest francophone sans Houphouët-Boigny. C'est comme s'il abdique. Abdique. Et Mamadou Dia aussi. Absolument. Ah oui? Parce que je vous ai dit, il a dit Houphouët a raison, nous avons tort. Absolument. Donc on laisse le leadership francophone à Houphouët-Boigny qui va affronter Nkrumah, qui va affronter Sékou Touré. Senghor se détourne de l'Afrique de l'Ouest et il regarde maintenant vers le nord, vers le large. C'est à partir de ce moment que dans son discours, on commence à voir, pour lui le Sénégal, c'est le trait d'union entre le monde noir et le monde arabo-berbère. Absolument. C'est à partir de ce moment qu'il convoque la diaspora. Sénégal devient la capitale, la Grèce du monde noir. Et ça va déboucher d'ailleurs sur le Festival mondial des Arts Nègres, Festival mondial d'ailleurs qui va nous créer des problèmes de la crise de 68, parce qu'ils ont fait du n'importe quoi pour financer le festival. Donc la crise de 68, économique de 68, elle date de 66, ah oui? parce qu'ils ont fait du n'importe quoi dans la gestion des ressources. Bon, mais ça, c'est une digression. C'est autre chose. C'est autre chose. Mais pour vous dire tout simplement que le leadership de Senghor, ses ambitions au niveau régional, donc il va chercher maintenant à se rattraper avec le monde arabo-berbère, avec la négritude, avec la francophonie. Dia aussi, il ne parle plus d'intégration économique régionale, il parle maintenant d'une approche fonctionnaliste, c'est-à-dire autour des fleuves, ce qui va déboucher sur l'ORS, autour de coopération technique. Il commence à réfléchir sur ce qui va devenir Air Afrique. Donc voilà, il n'y a plus l'approche fonctionnaliste de l'intégration. Donc voilà un peu pour déboucher sur les critiques faites formulées à leur endroit. Est-ce qu'il était panafricaniste ou non? Alors, objectivement, donc vous avez essayé de montrer les raisons objectives qui ont poussé les uns les autres, n'est-ce pas, à avoir à se retrancher derrière. Donc c'était motivé tout de même. Motivé. Donc, n'empêche que je leur donne une dose de panafricanisme. Absolument. Ils ont essayé. Ils ont essayé. Ils sont investis personnellement. Ok.
Bon, Maintenant, est-ce qu'on peut rapidement aborder les conséquences sociopolitiques et sociales de cet éclatement de la Fédération du Mali au Sénégal? bon, ça, c'est... Combien de minutes on a? Ça, c'est vaste. Alors, je crois que les conséquences... Première conséquence, je vais des conséquences immédiates aux conséquences plus lointaines, plus structurelles. Première conséquence, le Sénégal se retrouve dans un vide juridique, un limbo juridique. Oui. Le Sénégal, du 20 août 1960 au 11 septembre 1960, donc presque un mois, aucun pays n'avait reconnu le Sénégal. Au plan international? Aucun, y compris la France. C'est intéressant, ça. Alors, et sa légitimité est contestée par les Soudanais, s'appuyant sur les textes constitutifs même de la Fédération. Ah oui? Oui. Alors, la crise, c'est le 20. Le 22 août, Mamadou Dia, en tant que chef du gouvernement, écrit à l'ONU pour une reconnaissance officielle. L'ONU répond sur le champ en disant que le Sénégal n'a aucune existence juridique. C'est incroyable. Oui. C'est un long feuilleton qui commence. Long feuilleton. Alors, la France ne reconnaît pas le Sénégal immédiatement. Alors, pourquoi la France ne reconnaît pas le Sénégal? Parce que c'était une occasion pour la France de mettre la pression sur ses dirigeants sénégalais qui étaient un peu cassants. On parle même de prétentieux. Pour qu'ils présentent cette fois-ci des gages très sûrs qu'ils sont maintenant dans le giron français. Donc, ils ne se pressent pas. Et dans les archives, vous allez trouver une lettre pathétique de Mamadou Dia, adressée au général de Gaulle le 4 septembre 1960. Une lettre pathétique. Ah oui? On peut avoir une idée? Où il dit, je demande votre intervention, pas intervention directe, pour cette reconnaissance. Une intervention directe de Gaulle pour acter la reconnaissance du Sénégal. Pourquoi? Parce que Debré, Foccart, et on peut imaginer derrière ces deux-là, Houphouët-Boigny, refusent de reconnaître le Sénégal. Donc, Dia demande à ce que De Gaulle intervienne personnellement pour acter la reconnaissance. Et il ajoute, en termes de gage, je m'engage c'est presque à genoux, je m'engage à développer l'association avec la France et à même faire pression sur les anciens territoires francophones pour renforcer la communauté. Vous imaginez, Mamadou Dia écrit cela? Vraiment, c'est... Parce qu'il est dos au mur. Dos au mur. Donc, effectivement, il a écrit le 4. Bon, De Gaulle intervient un peu. Et officiellement, le Sénégal est reconnu par la France le 11 septembre 1960. Et le 17 septembre, le Sénégal est reconnu par l'ONU. Donc voilà une première conséquence. Première conséquence. Sur le plan juridique. Le Sénégal n'avait même pas de certificat de naissance au lendemain de la fin de la fédération. De la fédération. Il a fallu presque un mois pour que le Sénégal soit reconnu, parrainé d'ailleurs par la Tunisie. Alors ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est sur le plan économique. Là, c'est un désastre. Désastre. Qui nous poursuit jusqu'à présent. Ah oui? Et qui risque d'arriver avec le départ des pays de l'AES, de la CEDEAO. Ah oui? Alors, mais
le Soudan et le Sénégal, c'est deux économies qui sont complémentaires. Les entreprises, je ne dis pas sénégalaises, mais installées au Sénégal, les industries comme d'autres entreprises commerciales, dépendent au minimum de l'espace économique du Soudan. Absolument. Au minimum, c'est leur marché. Absolument. Et soudainement, les frontières sont fermées et la ligne de chemin de fer même est démantelée au niveau de Caille. Exactement. Démantelée. Il n'y a plus de train entre les deux pays. C'est une rupture brutale. Brutale. Et jusqu'à présent, je me demande pourquoi les leaders maliens ont procédé de la sorte. Bon, quand on réfléchit, on va trouver. Donc voilà un Sénégal dont les entreprises, dont l'économie était bâtie sur l'hypothèse d'un marché minimum Soudan, mais un marché Afrique occidentale française, qui est coupé de ce marché. Donc, des industries créées pour 8 colonies se réduisent à une seule colonie. Oui. On reviendra sur ça. Et nous aussi, le Mali, bien qu'ayant une population légèrement supérieure à celle du Sénégal, le Mali produisait des produits vivriers. La production vivrière du Soudan était 20 fois supérieure à celle du Sénégal. Oui. Donc le Soudan était notre grenier. Absolument. En termes de mil, en termes de riz. Bon, le riz malien n'était pas compétitif parce qu'ils ont fait des investissements n'importe comment, ce qui fait que le riz n'était pas compétitif comparé au riz asiatique. Il y avait donc le mil, le riz, le maïs et le manioc. Donc des produits vivriers. Ce qui fait d'ailleurs, après l'éclatement de la fédération, le Mali a pu vivre une autarcie alimentaire. Ah oui? Parce qu'il était autosuffisant sur le plan production vivrière. Ils ont fermé les frontières, ils sont coupés du port de Dakar, mais malgré tout, ils arrivaient à vivre. À vivre. À cause justement de cet excédent. Ça veut dire que l'indépendance, c'est déjà la production vivrière. Absolument. Donc, mais le Sénégal dépendait en partie de... Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Cette dépendance. Et il faut retenir cette leçon. Et d'ailleurs, je me suis rappelé de cette leçon quand la CEDEAO a imposé des sanctions au Mali et que le Sénégal a suivi. J'ai dit attention, c'est une leçon de l'histoire. La richesse du Sénégal dépend essentiellement de la richesse de ses voisins. On ne peut pas lancer des entreprises ici rentables sans le marché que constitue l'Afrique occidentale, surtout française. Nous dépendons du marché malien, nous dépendons du marché de l'intérieur. Et on l'a appris lors de l'éclatement de la fédération du Mali. Maintenant, l'autre aspect économique de cet éclatement, et j'ai dit qu'il va nous poursuivre jusqu'à présent, les entreprises qui étaient installées au Sénégal, soudainement se retrouvent dans une situation de surcapacité en termes de production. Alors, quand on est face à une surcapacité de production, première chose, on réduit les investissements parce qu'il n'y a plus de marché. Absolument. Le marché sénégalais est trop petit. Et la Mauritanie, en tant que marché, il y a moins d'1 million d'habitants à l'époque. Ce n'était pas vraiment un marché. Ce n'est pas viable. Donc les entreprises sénégalaises réduisent leur investissement. Deuxièmement, ils ne vont plus investir pour moderniser l'outil de production. Ils ne vont plus moderniser l'outil de production, c'est-à-dire les usines. Absolument. Donc ils vont essayer de rafistoler l'outil qu'ils ont, l'exploiter au maximum, ce qu'il y a, jusqu'à ce que, vers les années 65-70, ces outils-là deviennent obsolètes. Absolument. Parce qu'ils n'investissent plus. Ah oui. Je vois. Alors, plus grave, ils vont maintenant faire du lobbying auprès du gouvernement sénégalais, successif. Mamadou Dia, après Senghor, avec Senghor, ils auront carte blanche. Pour avoir un marché protégé.
c'est-à-dire un système tarifaire et contingentaire pour protéger le marché, leurs entreprises qui font de la sous-production. Donc c'est le consommateur sénégalais qui va maintenant payer pour cette politique-là de barrière autour du marché sénégalais. Et ça va continuer. C'est une option suicidaire. absolument. Hein? Donc voilà ce que ça nous a coûté En termes économiques. en termes économiques. J'aurais pu élaborer sur d'autres aspects. Donc on est devenu, les investisseurs sénégalais, bon pas sénégalais, ils étaient essentiellement français, mais la tradition est restée, même le secteur privé sénégalais après, ils sont devenus des investisseurs paresseux, protégés par l'État. Et même le capital qui circulait un peu n'était pas totalement réinvesti dans l'industrie, mais paresseusement dans l'immobilier. Et d'autres affaires plus sûres, les taxis, les je ne sais pas quoi. Tout ça, ça vient de là. Absolument. Donc on n'a pas développé une culture d'un secteur privé combatif qui a toujours été protégé par l'État. Donc ça, nous l'héritons. Voilà, nous les héritons de l'éclatement. Or, si on les avait laissés dans l'espace, on aurait eu moins de tarifs et ils seraient étaient en position de force pour s'imposer sur le marché. C'est à partir de cette politique-là que la contrebande a commencé à se développer. La Gambie était à côté. Absolument. La Gambie était et là, à côté. ça fragilise le tissu industriel. Et là, ouais, maintenant. Hein, c'était la réponse des citoyens sénégalais face à cet impôt qui était sous forme de tarifs. Et maintenant, l'État va déployer tous ses moyens pour criminaliser les consommateurs sénégalais. Les produits de la contrebande étaient moins chers que les produits fabriqués au Sénégal. Ça, c'est l'une des conséquences de cet éclatement. De cet éclatement oui, et au niveau social, rapidement, parce qu'on me dit que nous avons déjà bouclé plus de 50 minutes. Au niveau, bon, il y a d'autres conséquences qui sont très... Oui, on peut les citer rapidement. On peut les citer rapidement. Mais je m'en tiens aux répercussions internes. Je vous ai dit que l'UPS a perdu son aile gauche avec le départ du PRA. L'UPS, le leadership sénégalais, comptait se rattraper en termes de revendications nationalistes, de symboles nationalistes, avec l'apport des Soudanais. Donc les Soudanais leur donnaient un peu une légitimité nationaliste ou de gauche. Ils ont remplacé donc les départs du PRA par cette compensation. Mais au lendemain de la fédération, ils perdent cette aile-là. Donc, l'aile gauche qui restait dans l'UPS, c'est-à-dire Mamadou Dia, Valdiodio, Ibrahima Sarr et ses amis, étaient minoritaires dans le leadership du parti. Ça préfigurait déjà. Et on voit, vous pouvez consulter, la nomination des membres du nouveau bureau politique du PS au lendemain de l'éclatement. C'est l'arrivée au pouvoir de leaders comme Abdoulaye Fofana au bureau politique, Amadou Cissé Dia au bureau politique, Ousmane Ngom de Thiès au bureau politique et leurs amis. Donc Mamadou Dia devient minoritaire. Au sein de l'appareil. D'autant plus que depuis 1958, on a dit qu'à cause de ses charges gouvernementales, il devait être déchargé de la fonction de secrétaire général du parti. Donc il n'avait plus un contact direct avec les militants, avec la base. Le parti. Donc l'aile droite devient maintenant majoritaire au sein du leadership du parti, et Senghor à la tête et Lamine Gueye à la tête. Donc voilà un peu le décor qui est campé. Le décor qui préfigurait. Alors, si on a quelques minutes, à la régie de nous l'accorder. Mamadou Dia et Senghor ont maintenant le dos au mur. Ils doivent nous dire comment ils vont gérer le Sénégal. Quel est leur projet pour maintenant le Sénégal qui est maintenant réduit à son petit territoire.
Voilà, donc ils vont faire face à des défis. Énormes. Maintenant, ils sont dos au mur. Dos au mur. Je crois que dos au mur, je crois que cela déjà, ça campe le décor et qui préfigure déjà d'une lutte de leadership au sein du parti. Ils doivent bâtir une nation réduite au terme à sa plus simple expression. Ils doivent affronter le système néocolonial. Je vous ai dit que la souveraineté n'est pas complète. Absolument. Je vous ai dit qu'avec les accords, on ne contrôle pas le substrat et l'assiette de notre économie. Et tous les liens néocoloniaux qui nous entourent, qui entourent ce leadership-là, ils doivent maintenant développer le pays. Très bien, M. Kassé a bien dit. Je crois que c'est déjà bien campé. Et je crois bien que nous allons peut-être au-delà de 4 émissions initialement prévues. Parce que finalement, on se rend compte que c'est comme si le temps filait entre nos doigts. Ouais. En tout cas, merci encore une fois de plus pour cet éclairage, pour cette approche encore une fois de plus. Chers téléspectateurs, comme vous l'aurez certainement aussi senti, le temps est passé très vite, comme on dit. Nous aurons l'occasion, avec notre invité, donc de diagnostiquer alors cette crise qui continue d'impacter l'espace politique sénégalais, c'est-à-dire la crise de 62. Et nous verrons maintenant de plus près, la prochaine fois, le déroulement de tous ces événements et jusqu'à l'éviction de Mamadou Dia et les conséquences qui en découleront. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir prêté ces quelques minutes d'attention. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois. D'ici là, continuez à suivre le programme de Canal Éducation. Merci. Merci beaucoup.